Nous étudierons aujourd'hui comment optimiser le coût de son parc véhicule. Nous aborderons ce thème en plusieurs points essentiels et nous aborderons comment calculer le coût de son parc automobile, connaître les acteurs du marché, puis nous étudierons le mode de financement possible à choisir et nous conclurons sur comment maîtriser les aspects fiscaux. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Aurélie Carayon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes consultante spécialisée en parc automobile. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire comment savoir combien coûte réellement le parc automobile d'une entreprise ? Alors absolument, en fait c'est une question qu'on pose souvent quand on va en rendez-vous client et les clients nous disent qu'effectivement ça représente un coût important, mais quand on leur demande un chiffre précis, là c'est un petit peu la limite parce qu'ils n'arrivent pas à le chiffrer, tout simplement parce qu'on parle donc de TCO, le fameux Total Cost of Ownership, donc le coût total d'acquisition et de possession du véhicule qui inclut tous les coûts directs et indirects. Et il est difficile aujourd'hui pour une entreprise d'en maîtriser absolument l'intégralité. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour réussir à réunir l'ensemble de ces données. Alors comment arriver à le calculer au mieux ou au plus juste ? Alors aujourd'hui donc l'idéal serait d'obtenir de son comptable l'ensemble des éléments de la balance comptable qui réunissent du coup l'intégralité des coûts liés au véhicule, que ce soit les coûts directs comme par exemple en location sur un loyer, ou en achat sur un amortissement, et également les coûts indirects liés notamment au carburant, aux dépenses de péage, aux dépenses de parking, aux dépenses d'entretien, de pneumatiques, aux dépenses aussi du gestionnaire en interne qui va suivre le parc et qui représente un coût. Donc l'intégralité de ces éléments-là vont nous permettre de calculer ce fameux TCO. Alors finalement, une fois qu'on arrive à, compiler un peu toutes ces informations, qu'en fait-on ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Alors ce coût complet, il va permettre finalement de valider quelles sont les composantes du prix qui sont les plus importantes dans ce TCO et du coup de pouvoir lancer un plan d'action pour pouvoir optimiser l'ensemble de ces composantes qui sont très élevées et à savoir quels sont les leviers d'action, comment est-ce que je peux aujourd'hui agir sur ces composantes du coût pour pouvoir du coup avoir un impact sur mon coût total. Je suppose que pour se faire une idée, il faut connaître également quels sont les acteurs du marché. Alors comment maîtriser justement tous ces acteurs ? Alors là aussi, grand flou artistique, pas évident à comprendre parce qu'il y a énormément d'acteurs. Il y a à la fois les constructeurs, donc ceux qui vont liés à la sidérurgie, aux matières premières, aux technologies, construire le véhicule sur chaîne de production pour ensuite le distribuer via des distributeurs. Et alors là, souvent l'amalgame est fait, donc on fait assez vite des amalgames effectivement entre par exemple les succursales qui vont être directement liées à des constructeurs, donc qui vont être des salariés finalement du constructeur, des concessionnaires qui eux vont utiliser l'image de marque du constructeur mais qui seront indépendants, et des agents qui vont en fait être sous la tutelle du concessionnaire, avoir des comptes à lui rendre et qui du coup, si on leur achète un véhicule, vont avoir une commission à reverser au concessionnaire. Donc c'est vrai que finalement, quand on veut agir sur ce fameux TCO et négocier de façon pertinente, il va falloir savoir auprès de quel acteur je vais négocier mon prix, auprès de quel acteur je vais négocier ma remise notamment, et après auprès de qui je vais aller acheter le véhicule. Il y a également tout ce qui est financeur, donc finalement ok, j'ai un véhicule, je veux l'acheter, je sais lequel modèle, mais maintenant comment je vais le financer? Donc là, il s'agit de savoir si on parle de loueurs attachés à des organismes bancaires ou si on parle de ce qu'on appelle des captifs, c'est-à-dire des loueurs attachés à des constructeurs. Alors justement, quels sont tous les modes de financement possibles ? Alors sur le véhicule d'entreprise, je dirais qu'il y a énormément de choix possibles et qu'il n'y a pas une solution type. On va pouvoir acheter le véhicule, l'acheter à crédit ou l'acheter comptant, c'est absolument possible. On va pouvoir le financer en location avec option d'achat ou crédit bail, plutôt pour les entreprises. Donc la différence, c'est que sur le crédit bail, on va le financer sur une location, sur une durée précise, et à la fin du contrat, on va acquérir le véhicule. Donc on revient sur finalement les problématiques de l'achat. Et puis on va également pouvoir financer le véhicule en location longue durée par exemple, où là on va s'engager sur une durée, un kilométrage avec des prestations incluses au contrat, et par contre au terme de ce contrat, le véhicule est restitué au loueur. Alors finalement, comment doit-on choisir parmi tous ces modes de financement? Est-ce que en fonction de la typologie de son parc, tel ou tel mode de financement ou de son utilisation même est à privilégier?
Alors effectivement, là, tout va se jouer sur un certain nombre de critères, à savoir quand même, pour avoir quelques éléments pratiques, que par exemple, les entreprises de moins de 10 salariés vont essentiellement se positionner sur de l'achat de véhicules, parce qu'ils sont encore assez sur la possibilité d'avoir de l'immobilisation, d'acquérir quelque chose, d'être sûr de pouvoir le pérenniser. Les sociétés par contre de plus de 1000 salariés vont être essentiellement sur un système de location longue durée, parce que qui dit parc important dit gestion par la suite, et qui dit gestion dit beaucoup de coûts, beaucoup de suivi, beaucoup de frais liés à ce suivi. Et c'est vrai que le système de location longue durée permet d'inclure un certain nombre de prestations dans votre contrat, que ce soit la prestation entretien, que ce soit la prestation pneumatique, carburant, véhicule de remplacement, même assurance éventuellement, qui font que du coup c'est beaucoup plus facile à suivre et à gérer en interne. Après, tout va se faire sur le kilométrage, sur l'investissement initial du véhicule, et puis également sur votre souhait fiscal, puisqu'il y a certains systèmes de financement de véhicules qui, d'un point de vue fiscal, vous permettent d'avoir un premier loyer majoré ou ce type de démarche qui va du coup orienter, je dirais, le chef d'entreprise vers une solution plutôt qu'une autre. Alors justement, venons-en aux aspects fiscaux. Effectivement, il y a différents critères qui font que le mode de financement peut être privilégié ou pas. Quels sont tous ces aspects fiscaux qui sont à considérer lorsqu'on achète un véhicule? Alors vaste sujet également. La fiscalité du véhicule d'entreprise aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est assez lourde pour un chef d'entreprise, surtout si le parc commence à être relativement important. Donc, quand je dis relativement important, je dis à partir de 30-40 véhicules, il y a vraiment un poids fiscal. La fiscalité, ça va correspondre finalement à l'écotaxe, donc ce fameux bonus-malus dont on a tous entendu parler, qui est valable donc sur les véhicules particuliers, donc les véhicules 5 places. C'est une grille qui est revue tous les ans, avec finalement, donc aujourd'hui en 2013, une zone neutre qui se situe entre 106 et 135 grammes par kilomètre de taux d'émission de CO2. Donc c'est une donnée qui est indiquée sur tous les véhicules quand vous achetez le véhicule. Vous avez ce fameux taux de CO2 qui est indiqué. Donc si on est dans cette zone neutre, on n'a ni bonus ni malus. Si nous sommes en dessous des 105 grammes par kilomètre, au niveau du taux de CO2, vous bénéficiez d'un malus qui est versé une seule fois dans la vie du véhicule au moment de la carte grise. Et si vous êtes au-dessus des 135 grammes par kilomètre, vous avez un malus à payer en même temps que votre carte grise. Donc là, on parle d'une taxe, je dirais, qui est au moment de l'acquisition. Voilà, tout à fait. Elle est ponctuelle, vraiment uniquement une fois dans la vie du véhicule. Quelles sont les autres taxes possibles, qui existent même? Vous avez la taxe sur les véhicules de société, donc la TVS, qui se base exactement sur le même indice, sur le taux d'émission de CO2 de vos véhicules, suivant une grille qui a été revue en 2012, qui n'avait pas été revue depuis 2006. Donc on peut penser que dans les 3-4 ans à venir, ça ne va pas être revu. Là, en fait, vous avez une grille par palier. Donc de temps à temps de grammes par kilomètre, vous appliquez en fait un chiffrage en euros au gramme. Donc pour vous donner un exemple, si vous avez un véhicule qui consomme 90 grammes par kilomètre de taux de CO2, vous êtes donc dans la grille située donc entre 51 et 100 grammes de taux de CO2, ce qui équivaut à 2 euros le gramme, donc 2 fois 90, vous arrivez à 180 euros par an. Donc là, c'est annuel, et c'est uniquement également sur les véhicules particuliers, donc les véhicules 5 places. Ce n'est pas valable sur les véhicules utilitaires. Il n'y a pas de TVS sur les véhicules utilitaires? Non, il n'y a pas non plus d'écotaxe d'ailleurs sur les véhicules de société. C'est uniquement sur les véhicules particuliers, donc qui peuvent être utilisés à usage aussi personnel, puisque avec banquette arrière. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects fiscaux à prendre en compte, puisque vous évoquez l'usage personnel notamment? Absolument. Donc quand on parle d'utilisation personnelle, tout de suite on pense à l'avantage en nature. En fait, il s'agit de calculer l'utilisation personnelle qui est faite d'un véhicule qui normalement est attribué à des fins professionnelles, pour des déplacements uniquement à usage professionnel, mais avec une autorisation de votre direction de pouvoir utiliser le véhicule sur les week-ends, sur les vacances, le soir en rentrant à la maison pour aller chercher les enfants, etc. Donc cet avantage en nature en fait peut être calculé suivant deux calculs différents. Soit c'est un pourcentage de la valeur financée du véhicule, donc du prix catalogue plus option moins la remise appliquée au véhicule, soit c'est un pourcentage de votre location et de tous les aspects financiers qui incombent à votre véhicule, c'est-à-dire par exemple les frais d'assurance, les frais de carburant, etc.
Donc il y a vraiment deux modes de calcul à étudier. Alors on peut faire l'étude sur un parc de ces deux modes de calcul tous les ans. Par contre, sur un parc donné, on ne doit choisir qu'un mode de calcul pour tous les salariés. D'accord. Donc là, effectivement, on parle de flotte, je dirais, d'entreprise pour les salariés. Oui. Je suppose que si c'est un véhicule attribué aux dirigeants, c'est la même chose. Absolument. C'est exactement le même calcul et ils sont sur le même pied d'égalité que leurs collaborateurs. Pour conclure, est-ce que vous aurez un conseil pratique à nous donner sur le sujet? Alors, le conseil, je dirais, c'est que pour pouvoir optimiser les coûts d'un parc, il faut d'abord connaître les coûts, pouvoir du coup voir les composantes qui sont les plus importantes et à partir de là, identifier une politique véhicule qui tienne compte de cette fiscalité, c'est-à-dire choisir des véhicules qui ne sont pas trop énergivores en termes de taux de CO2 pour pouvoir maintenir cette capacité financière sur les aspects fiscaux et puis également connaître les interlocuteurs parce que si on ne sait pas auprès de qui on négocie, ça me semble compliqué. Aurélie Carayon, merci beaucoup pour ces explications et je rappelle qu'on va vous suivre dans 2 autres modules, notamment pour nous détailler tous les aspects sur le choix du mode de financement et également sur les clés d'une gestion efficace d'une flotte. Merci. Tout à fait, merci à vous.